Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 28 décembre 2020. Au sommaire de ce journal, nuit fatidique pour les passagers de l'agence de transport Avenir Voyage. 39 morts et 18 blessés graves, c'est le bilan de l'accident de circulation qui a eu lieu la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin dans l'arrondissement de Ndikilmeki, département du Mbam et Noubou, dans la région du centre Cameroun sur la nationale numéro 4. En santé, parlons de la gestion des fonds de la Covid-19. Le chef du département de la santé publique concrétise une intention manifestée. Manaouda Malachi a invité son principal accusateur, le député Jean-Michel Nitche, à une réunion d'évaluation du plan national de riposte contre la Covid-19. Et en République centrafricaine, le week-end a été marqué par la tenue des doubles scrutins présidentiels et législatifs. Malgré les tensions dans le pays, l'annonce des rebelles de perturber le bon déroulement de ces élections, elles se sont tenues dans un calme relatif. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres, les développements dans un instant. Comme annoncé en titre, nuit fatidique pour les passagers de l'agence de transport Avenir Voyage. 39 morts et 18 blessés graves, c'est le bilan de l'accident de circulation qui a eu lieu la nuit de samedi à dimanche dans le département du Mbam et Noubou sur la nationale numéro 4. Un accident de circulation qui a conduit certains membres du gouvernement au chevet des victimes de l'accident. Thierry Nyopé revient pour nous sur les circonstances de cette hécatombe. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils embarquaient pour un voyage sans retour dans la nuit de samedi à dimanche. Bercés certainement par le calme de la nuit, ils n'ont pas eu le temps de sentir la mort arriver. Selon des sources officielles, ce grave accident est survenu aux alentours de 1h du matin. Il s'agirait, encore le ministre des Transports, Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibéhé, d'une collision entre un bus de la compagnie de transport interurbain de personnes Avenir Voyage en provenance de Koutaba, circulant dans le sens Bafia-Yaoundé, et un camion qui roulait en sens inverse. À la suite de ce violent choc, le chauffeur du gros porteur a perdu le contrôle de son véhicule et a dérapé sur une distance de près de 100 mètres, survolant ici le pont Nomalé avant de terminer sa course dans un ravin. Selon certaines sources, le bilan provisoire ferait état de 39 morts et 17 blessés graves évacués à l'hôpital de district de Ndikilmeki et au centre médical de Makenene. Et les morts à l'hôpital central de Yaoundé. En attendant la confirmation des autorités administratives camerounaises, les causes de cet accident seraient l'excès de vitesse, la surcharge de passagers et l'imprudence au volant. Des comportements sur lesquels les conducteurs sont interpellés à chaque fin d'année pour éviter des morts inutiles. Et c'est là pour demander à nos usagers de la route d'être prudents. Les responsables sont en train d'établir les causes exactes de cet accident. Mais nous demandons à nos usagers de cette route qui est en réhabilitation d'être prudents sur cette route. Les forces de maintien de l'ordre du Mbam et Inougou se sont mobilisées pour sécuriser le périmètre du lieu de l'accident et évaluer les dégâts de ce grave accident de la circulation. Le drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche n'a laissé personne indifférente. Sur les réseaux sociaux, chacun y allait de sa sensibilité pour exprimer sa compassion, sa tristesse et sa colère sur ce qu'il convient de qualifier d'accident de trop. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibéhé, et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, quant à eux, se sont rendus au chevet des victimes pour exprimer leur soutien ainsi que le confort du gouvernement face au drame que ces victimes ont vécu. Le sultan, roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Djoya, pour exprimer sa sollicitude, a rendu public un communiqué le 27 décembre 2020 dans lequel il a suspendu les travaux de réhabilitation de la porte d'entrée de Fumban pendant 2 jours et a renvoyé son inauguration initialement prévue pour le 3 janvier 2021 à une date ultérieure. Soulignons par ailleurs que dans la journée d'hier, le ministre des Transports s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé, accompagné du ministre délégué auprès du ministre des Transports ainsi que du gouverneur de la région du centre, en vue de procéder à l'identification complète des corps et à leur restitution aux familles en présence des autorités compétentes.
Il faut signaler à votre suite Thierry Niopé qu'il y a eu 3 morts dans un autre accident de circulation le 27 décembre dernier sur l'axe Mengon-Saint-Milma dans la région du Sud. En cause, une perte de contrôle du véhicule par son chauffeur et parmi les victimes, le commissaire de police de Messamen-Dongo, Mbomo Jean-Claude, est sur la route nationale numéro 5, plus précisément dans l'arrondissement de Melon au lieu dit La Forêt. Un autre accident de circulation survenu la nuit du 27 décembre impliquant une voiture de tourisme immatriculée 1485 et un bus de transport en commun de 70 places de l'agence Beko Express immatriculé littoral 529 HN a fait 2 morts et de nombreux blessés graves. Les décédés et les blessés graves évacués à l'hôpital de district de Melon et l'hôpital régional de Konsamba. Week-end sanglant pour le Cameroun. Une série d'accidents de circulation dans le sud, le centre et le littoral a ravi la joie à plus d'une trentaine de familles qui venaient de célébrer il y a peu la fête de la nativité. Pendant que les autorités administratives reprochent les agences de voyage de ne pas respecter le code de la route, les usagers, quant à eux, s'interrogent sur l'état de route. Lilian Foguen. Les routes camerounaises, un objet de plaisir et un objet de la mort. Sur celle-ci, on a plus de chances de mourir d'un accident de la circulation qu'on ne l'imagine. Au Cameroun, dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2018, on enregistre en moyenne plus de 16 000 accidents de la route chaque année qui tuent plus de 6 000 personnes. Alors que les hécatombes persistent, les doigts accusateurs sont portés soit sur les chauffeurs, soit sur les pouvoirs publics, des formateurs ou encore des voyageurs. L'État, qui est le principal responsable des routes camerounaises, a un rôle primordial pour l'entretien de celles-ci. Mais alors, force est de constater la dégradation des chaussées, le vieillissement des panneaux de signalisation, la présence des flaques d'eau sur les routes, des dodanes abruptes, entre autres. Néanmoins, dans leur lutte contre l'insécurité routière, les pouvoirs publics multiplient les réformes dont la plupart ne va pas jusqu'au bout et qui n'est souvent pas respectée. C'est le cas avec la réforme du permis de conduire, du processus d'obtention de la vignette de visite technique, la lutte contre la surcharge, pour ne citer que celle-ci. Il en va de même avec la répression des actes d'insécurité routière, à savoir les mises en garde avant suspension de licence et les mesures pour limiter le dysfonctionnement dans les établissements de l'auto-école, à l'instar de l'informatisation du permis de conduire depuis 2009. Au regard de toutes ces mesures et les accidents qui persistent, l'on remet en question la qualité des cours des formateurs dans ces auto-écoles, tant théoriques que pratiques. Les passagers, qui sont souvent témoins des surcharges, de la mauvaise conduite du chauffeur et ne dénoncent pas, ne sont pas épargnés. Des faits dont sont témoins des agents de prévention routière qui décident de fermer les yeux en échange de quelques billets. Tout compte fait, chacun se doit d'être responsable et prendre les taureaux par les cornes pour limiter d'éventuels accidents. Les accidents de la circulation demeurent l'une des premières causes de mortalité au Cameroun, avec une perte de près de 100 milliards de francs CFA par an. Il faut toutefois noter que les dernières années ont été marquées par un recul du nombre de morts sur les routes. Le pays est passé de 1588 morts en 2011 à 937 morts en 2019, soit un recul de 41% en 8 ans. C'est une fin d'année assez sombre pour les commerçants du marché Mbopi de Douala qui ont été une fois de plus victimes de la fureur des flammes. C'est aux environs de 2 heures du matin que les flammes ont été déclarées dans ce marché en emportant sur son passage plus d'une trentaine de boutiques. Laisse-le Femba pour plus de détails. Le marché Mbopi a été une fois de trop le théâtre d'un incendie qui a dévoré près d'une vingtaine de boutiques de vente d'articles divers au lieu dit entre friperies. C'est aux premières heures du dimanche 27 décembre 2020 que les flammes ont déclenché en emportant à leur passage des centaines de millions d'investissements faits par des commerçants pour cette période de fête de fin d'année. Selon les témoins, il a fallu attendre 2 heures avant de voir 4 camions des soldats du feu, dont un camion du port autonome de Douala venu en renfort sur les lieux du sinistre. La gendarmerie nationale a également été déployée sur les lieux pour établir un cordon de sécurité afin d'éviter les pillages comme c'est souvent le cas. Impossible pour les secours de se mouvoir facilement à cause de l'encombrement des voies d'accès et ainsi que par des commerçants totalement agités en voyant leur boutique se transformer en braise ardente.
C'est après 6 heures de lutte intense que les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser la colère des flammes. Le bilan de cet incendie fait état des dégâts matériels et de l'intoxication par la fumée d'un sapeur-pompier. Si d'aucuns parlent d'un coupe-circuit, les soldats du feu, quant à eux, n'ont pas encore donné les causes réelles de cet incendie qui vient mettre en mal des commerçants, pour la plupart des ressortissants nigériens. Quelques heures après cet incendie, c'est la consternation totale chez les commerçants qui fouillent dans les décombres dans le but d'essayer de récupérer ce qui peut être encore utilisable dans ce champ de ruines, mais hélas. Si le marché Mbopi a la réputation d'être le plus grand marché d'Afrique centrale, il s'est également forgé avec le temps la réputation du marché qui a enregistré le plus d'incendies ces dernières années, notamment avec celui d'octobre 2012, mai, juillet, novembre 2020, septembre 2020 et maintenant celui des décembre. Il est important de rappeler que les commerçants attendent toujours la construction de ce marché moderne promis par les autorités publiques. En santé, parlons de la gestion des fonds de la Covid-19. Le chef du département de la santé publique concrétise une intention manifestée. Manaouda Malachi invite son principal accusateur, le député Jean-Michel Nithieu, à une réunion d'évaluation du plan national de riposte contre la Covid-19. Mais celui-ci décline l'invitation et la qualifie de tentative de corruption. Lilian Foguen, reportage. Plusieurs fois accusé de détournement des fonds dans la gestion de la Covid-19 par l'honorable Jean-Michel Nithieu, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, dans une correspondance du 21 décembre dernier, a invité celui-ci à prendre part à la deuxième réunion d'évaluation du plan national de riposte contre la pandémie de la Covid-19 au Cameroun, prévue le 28 décembre 2020 à Yaoundé. La dite réunion, organisée dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique, sera consacrée à l'évaluation d'un point de vue épidémiologique et clinique de la gestion de cette pandémie. Une invitation cependant déclinée par le député. Selon lui, il ne saurait prendre part à ces réunions qui est de surcroît sans effet légal. Il s'oppose par conséquence une fin de non-recevoir à cette manœuvre qu'il qualifie de distraction et participe en réalité à une tentative désespérée de corruption morale sur fond de manipulation programmée à l'effet de salir son image. Par ailleurs, le cadre du Social Democratic Front invite le ministre de la Santé publique à la session plénière de l'Assemblée nationale pour une discussion. Pour le député, c'est un endroit idéal où le rapporteur de la séance commis à cet effet consignera les échanges sur les soupçons de prise illégale d'intérêt, de conflits d'intérêts, de corruption, de détournement de deniers publics, du dernier scandale des tests Covid-19 payants dans les aéroports de Yaoundé et Douala, conclu avec la société Meditext et pour lequel le ministre a effectué un rétropédalage. On rappelle qu'il y a quelques semaines, le député Jean-Michel Nithieu avait accusé le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi de corruption, surfacturation et de conflits d'intérêts dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus. Des allégations que celui-ci a jugées infondées. En République centrafricaine, le week-end a été marqué par la tenue de double scrutin présidentiel et législatif. Malgré les tensions dans le pays et l'annonce des rebelles de perturber les élections, le bon déroulement des élections, elles se sont tenues dans un calme relatif. Le compte-rendu de Thierry Blanchassot. Une partie de la population, probablement importante, n'a pas pu participer à ces élections à cause des tensions dans le pays et la menace des groupes rebelles. Le dispositif sécuritaire déployé à cette occasion n'a pas permis aux groupes rebelles de tenir leur promesse de marcher sur Bangui pour empêcher la tenue des scrutins. C'est donc grâce à l'appui des paramilitaires russes, des soldats rwandais et des casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, que ces rebelles ont été stoppés. Si les scrutins se sont déroulés dans le calme dans la capitale Bangui, ailleurs, des incidents ont été rapportés et de milliers de personnes ont été empêchées de voter ou privées de leur carte d'électeur, jamais arrivées en raison de l'insécurité, selon les responsables locaux et de l'ONU. C'est le cas dans le nord-ouest, à plus de 500 km de Bangui, où des rebelles ont saisi du matériel électoral à Nkui, menacé de tuer des agents électoraux à Gaoundai, et quiconque ira voter à Bokaranga, comme dans de nombreux autres bourgades. La population nigérienne a voté dimanche 27 décembre 2020 pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre deux présidents élus dans ce pays sahélien. Sur 23 000 habitants, 7,4 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes. Thierry Nyompé.
Dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État, depuis son indépendance en 1960, ce sera la première fois que deux présidents élus se succèdent. Après 2 mandats et 10 ans au pouvoir, Mahamadou Issoufou laisse sa place à la tête du pays. Si son dauphin désigné Mohamed Bazoum fait figure de favori, la course est désormais ouverte dans un pays où la présidentielle se joue traditionnellement en 2 tours. Quelques 7,4 millions d'électeurs sur 23 millions d'habitants ont été appelés aux urnes dans le calme dimanche dernier pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre 2 présidents élus dans un pays habitué des coups d'État et miné par des attaques djihadistes. Dans le bureau de Zongo, la participation était forte avec 287 votants sur 487 inscrits. À l'école Zongo de Miami, les présidents et délégués ont dépouillé avec la lampe tempête fournie par la commission électorale indépendante et les lampes des téléphones portables. Selon la CENI, aucun incident majeur n'a été recensé sur l'étendue du territoire nigérien. Parmi les candidats qui ont été en course pour cette élection présidentielle, 2 anciens présidents, Mahaman Ousmane et Salou Dibou, 2 anciens premiers ministres Sini Oumarou et Al-Badé Abouba et 7 anciens ministres figurent aussi parmi les candidats avec une moyenne d'âge de plus de 60 ans. Pour ce scrutin, des observateurs internationaux et nationaux ont été déployés dans les bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement des élections. Quel que soit le verdict des urnes, le futur président aura fort à faire. Les Nigériens attendent des changements dans des domaines de la santé, de la lutte contre la corruption ou encore de la sécurité. Selon Mahamadou Issoufou, président sortant à cette élection, quel que soit le vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigérien. C'est un grand jour, un jour spécial qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. Il faut rappeler que dans ce pays enclavé du Sahel, des attaques djihadistes ont été récurrentes. Par exemple, à l'approche des élections, 2 attaques meurtrières ont été enregistrées. La première, le 21 décembre dernier, à l'ouest, où sévit régulièrement l'État islamique au Grand Sahara, qui a fait 7 soldats tués et une à l'est de 12 décembre 2020, revendiquée par Boko Haram, qui a fait 34 morts. Des attaques incessantes des groupes djihadistes ont fait des centaines de morts depuis 2010 et ont fait fuir de leur foyer des centaines de milliers de personnes. C'est au total 1200 personnes, dont une dizaine de chefs d'État et de personnalités politiques qui ont assisté ce 28 décembre 2020 au Burkina Faso à la cérémonie d'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Réélu pour un second mandat de 5 ans avec 57,74% des voix au premier tour, le président Roch-Marc Kaboré a juré devant le peuple burkinabé et sur son honneur de préserver, de respecter et de faire respecter la Constitution, les lois et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. 180 000, c'est le nombre d'habitants du centre et du nord du Congo qui devront passer les fêtes de fin d'année sans domicile. Pour cause, le pays est victime des inondations dues aux pluies fortes qui s'abattent depuis le mois d'octobre 2020. Si le gouvernement a promis une aide, il a néanmoins déclaré qu'il ne pourra pas soutenir tous les sinistrés. Leslie Femba. Le nord et le centre du pays de Denis Sassou Nguesso connaît de nombreuses inondations depuis plusieurs mois. La plus récente est celle enregistrée le week-end dernier et qui a entraîné de nombreux dégâts, détruisant au passage les lieux d'habitation, causant ainsi de nombreux sans-abri. De la ville de Mokotiko à Liranga, passant par Moussaka, Kokiela, les humanités ont pu réaliser la cartographie des zones inondées du Congo-Brazzaville en utilisant souvent l'hélicoptère. Par ailleurs, l'accès à ces zones est devenu inaccessible et impraticable. Les plantations envahies par les eaux ont connu une récolte prématurée ou ont été simplement perdues. C'est en Piro que de nombreux élèves sont partis de chez eux pour se rendre à leur école afin de passer les compositions du premier trimestre. La situation est préoccupante selon Antoinette Ndinga-Zondo, ministre en charge de l'action humanitaire. La porte-parole du gouvernement a laissé entendre dans sa récente sortie qu'à la date du dimanche 27 décembre 2020, le pays était déjà à 180 000 personnes affectées par ces inondations et qu'il avait largement dépassé le seuil atteint en 2019 qui était de 170 000 sinistrés. Au courant de cette semaine, le gouvernement compte déployer une assistance humanitaire constituée de vivres et des médicaments de première nécessité dans le but de soutenir cette population qui ne sait plus à quel sens se vouer. La qualité des produits à apporter aux sinistrés n'a pas été précisée, mais le gouvernement est convaincu qu'il ne pourra pas couvrir tous les besoins des populations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Bonne soirée à tous.